Sophia 7, merci d'être avec nous. Mais c'est un plaisir. Je suis très heureuse de te recevoir. Alors, chef monteuse de formation, marionnettiste, comédienne de rue, tu travailles au quotidien avec l'image, porte-parole du mouvement féminin depuis 13 ans. Tu inities le mouvement MeToo Inceste sur les réseaux sociaux en janvier 2021. Exact. Je m'en souviens. Tu portes depuis 10 ans la parole des mères protectrices et tu te revendiques comme militante féministe et enfantiste. Est-ce que juste, tu peux préciser ce que c'est enfantiste ? Enfantiste, c'est vraiment militer à hauteur d'enfant. C'est se mettre à la place des enfants et critiquer une société qui favorise l'adultisme et l'oppression. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les enfants, un enfant tous les 5 jours meurt sous les coups de ses parents. C'est très important, en fait, d'arrêter d'avoir un angle mort vis-à-vis de la parole des enfants et de les entendre. C'est pour ça que je suis aux côtés des mères protectrices, parce que je fais le choix aujourd'hui de croire et le parent protecteur qui dénonce et l'enfant. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et je te remercie beaucoup pour cette précision. Et dans le livre, d'ailleurs, on a des mères protectrices. Et c'est juste... Ce sont des superwomen, bravo à elles. Bravo à elles de rien lâcher. Voilà, une dédicace à ma chère Péga, qui est une femme extraordinaire. Bisous Péga, bisous Cynthia, voilà. Bisous à toutes. À toutes. À Sophie, à toutes. Il y en a tellement. C'est un vrai sujet. Ça me donne une idée. Merci d'avoir participé à ce magnifique livre. Alors, c'est extraordinaire. Puis je viens de rencontrer les autres écrivaines dans l'arrière-salle, là-bas. Ouais. Et elles sont passionnantes. Il va y avoir ça va être très chargé. Ce livre, il va être chargé en émotions. Oui, je peux te le dire, parce que j'ai la chance de vous lire toutes. Ouais. Et vraiment, c'est chargé en émotions. Et en même temps, il y a de la légèreté. Il y a plein de sujets. L'idée, c'est vraiment que chaque femme qui ouvre ce livre trouve écho. Oui, on a trouvé qu'on avait en commun, en dénominateur commun, la violence, en fait. C'est notre matrimoine, notre héritage. Et savoir comment on s'en saisit, comment on s'en échappe, comment on la traite aussi, cette violence-là, comment elle s'articule dans notre corps. C'est très, très intéressant. On en parlait juste avant de venir, là. Il y a quelque chose dont on a parlé tout à l'heure aussi avec Mélanie et Joëlène, c'est le silence. Cette manière de silencier, d'avoir appris à silencier. D'invisibiliser, de silencier, exactement. Exactement. Et ça, de museler aussi le cri. Complètement. Et c'est vraiment... D'ailleurs, ce livre est un cri. On nous a demandé d'être silencieuses et sages, et nous, on a décidé de crier. Les autrices, elles crient, oui. C'est vraiment le but. Toi, dans ton texte, on se retrouve dans un vieux théâtre. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène dans ce théâtre ? Ce qui m'amène dans ce théâtre, c'est un endroit de désespoir. J'ai tout perdu, je suis complètement annihilée dans ma posture de mère, dans ma posture d'épouse, dans ma posture de femme, et je viens chercher une sorte de réponse, et en même temps je viens travailler. C'est un peu par hasard. Moi, je suis pas une activiste vraiment éhontée qui se revendique comme telle, puisque je suis arrivée à ce mode opératoire un peu par hasard. C'est pas très cool de le dire, mais c'est une réalité. C'est la vie qui m'a saisie comme ça au passage. Et je le raconte en fait que des fois, certaines rencontres peuvent changer le cours de notre vie, et ce, définitivement. C'est ce qui se passe dans ce théâtre. Et c'est une ambiance qui est assez étrange, parce que comme ce sont des textes très courts, c'est vrai qu'on entre directement dans le théâtre avec toi, on te suit, et justement tu parles du féminisme. Et quand tu rencontres l'autre femme, tu dis mais j'y connais rien. Oui, j'y connaissais absolument rien. J'avais 37 balais, je venais de me faire plaquer par mon mec. Et je rentre dans ce théâtre pour jouer. Et puis le directeur me dit, Hervé Breuil, il s'appelait Hervé Breuil, il me dit monte là-haut, il y a des femmes très en colère comme toi. Sauf que je débarque en fait dans ce théâtre où je vois des jeunes femmes, elles sont très jeunes et elles sont déjà très très éveillées, elles ont énormément de conscience de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles veulent refuser de vivre. Voilà. Et moi, je me retrouve un peu à côté de la plaque. Je me dis, mais comment se fait-il, en fait, que cet endroit de cri, de douleur, en fait, je l'ai autant accumulé, j'ai jamais osé le sortir. Et finalement, c'est un peu par gageure, un peu par défi que je rentre chez Femen, vraiment. Parce que aussi, à l'époque, j'imaginais que le féminisme, c'était un endroit où il fallait théoriser une pensée, il fallait vraiment faire partie de l'intelligentsia. Or là, on me demande juste d'utiliser mon corps comme un manifeste, ce que je sais faire. Ce corps qui est à la fois muselé, invisibilisé, violé, incestué, maltraité, en fait, ce corps-là, oui, il peut devenir manifeste, il peut créer
crier. Et je me suis tout de suite reconnue dans le mode opératoire. J'en parlais. Alors, j'essaie d'expliquer justement en anglais. Alors, mon anglais est un peu limité. À Mélanie et à Joellen ce qu'était Femen, puisqu'elle vient des États-Unis. Et elle me dit, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux juste développer un tout petit peu, qu'on comprenne bien ? Et même, je te dirais, ici, quand j'en parle, moi, j'ai très bien compris, mais certains ne comprennent pas, mais pourquoi est-ce qu'elles utilisent leur corps ? Et pourquoi est-ce qu'elles montent leur corps, etc. On utilise notre corps parce qu'en fait, notre corps est politique. On refuse la sexualisation de notre corps et notre corps devient une bannière politique sur lequel on revendique l'égalité de traitement. Si un homme peut montrer son torse, alors moi, activiste féminine, je peux montrer mon torse. Et puisque mon torse dans la rue est politique, je vais y apposer un message pour que les personnes puissent le lire et mon corps va pouvoir crier. C'est très important. Les actions féminines sont très chiadées, très ourlé, on travaille énormément sur le visuel, sur l'accessoirisation, sur les sites où on intervient et sur nos cibles. Donc on a des slogans très cadrés, enfin voilà, les communiqués sont écrits, enfin rien n'est laissé au hasard. L'activisme féminin, c'est une forme d'artivisme où on surgit comme ça dans l'espace public, dans des espaces où on ne nous attend pas, on vient crier un message coûte que coûte. Et systématiquement, parce que c'est en France que ça se passe, systématiquement en France, on est arrêté, on est muselé. J'ai eu plusieurs procès pour exhibition sexuelle. Aujourd'hui, on a obtenu une jurisprudence, on a fait avancer la loi, une jurisprudence qui dit que le corps des femmes bardé d'un slogan, en fait, c'est un espace politique et c'est un endroit de liberté d'expression et on ne peut plus museler ce corps-là. Donc ça y est, on y est arrivé. Voilà, ça a été un long chemin et petit à petit, en fait, on arrive à donner de la légitimité à ce corps-là. Ce corps-là, en fait, qui, je le rappelle, est toutes les 48 heures fémicidé, qui est toutes les 3 minutes violé, qui subit énormément de violence. Ce corps-là, d'un coup, il se revendique, il est fier, il est puissant, il interfère et il coupe la parole. Voilà, et c'est très, très important. En fait, pour moi, je suis saisie par ce message-là. C'est un mode opératoire vraiment qui est chevillé à mon âme, à mon corps, à ma façon de penser. Je le porte tous les jours. Ça change de porter des messages comme ça. Ça change tout le temps. Ce sera toujours très impactant. Je sais qu'on peut mettre deux femmes au milieu d'une place et mettre 50 000 femmes à défiler. On nous verra les deux femmes. C'est ça. Il y a 2 jours, en fait, je suis intervenue et on utilise aussi les codes du porno parce que comme on nous pornifie, le corps devient objet. Du coup, on récupère les codes du porno, on les retourne contre le patriarcat. Et par exemple, il y a 2 jours, je suis allée déverser du faux sperme sur une façade d'une maison pavillonnaire où justement des personnes créent des poupées sexualisées à l'effigie d'enfants. Et c'était hyper nécessaire. C'est hyper nécessaire de montrer ce qui se passe, de montrer que dans ces zones hyper protégées, en fait, il y a des choses qui s'y déroulent et qui sont insensées, qui sont illégales. Et c'est aussi un endroit de lutte contre la culture du viol et de la pédocriminalité. Donc c'est toujours faire des actions choc. Il y en a qui sont choqués par le fait que je suis allée déverser du sperme qui était de la béchamel en réalité. Mais j'en avais partout évidemment. Mais en fait, moi je suis plus choquée par ce qui se passe à l'intérieur de ce pavillon plutôt que d'aller déverser via un bidon du faux sperme. Exactement, entièrement d'accord avec toi. J'ai vu l'action et c'est un vrai sujet en plus, ces histoires de poupées, etc. Bref, qu'est-ce qu'elle est devenue cette Sophia, celle qui gravit ces escaliers ce jour-là quand tu rentres dans le théâtre? Alors cette Sophia, elle est devenue une personne qui n'a plus peur. J'ai un curseur très haut au niveau de la peur. J'ai plus peur de rien parce que j'ai moi-même été arrêtée plusieurs fois. J'ai fait des centaines et des centaines d'heures de garde à vue. J'ai eu des procès. J'ai même été condamnée pour un délit de rébellion. Donc en fait, j'ai plus peur. Je connais le système. Je connais l'envers du système. Je sais que mon action, elle est en continuum jusqu'à potentiellement un procès, jusqu'à potentiellement une condamnation. Et cette Sophia, en fait, elle lâchera pas. En fait, elle est aujourd'hui pieds et mains levés à lutter vent debout contre l'extrême droite. Je vois vraiment qu'il y a l'extrême droite qui arrive et pour moi, c'est très important de me positionner contre. Et je lâcherai pas, même si des fois j'ai envie de prendre un peu ma retraite. Il va falloir continuer à résister de toutes mes forces contre ce qui est en train d'arriver, contre la vague nauséabonde qui est en train de nous assaillir. Voilà. Et elle est de plus en plus irrévérente, elle est de plus en plus carnavalesque. On a fait une action hyper carnavalesque où on a justement Elon Musk nous
nous a carrément retweeté le 8 mars dernier, où on a incarné via des drapeaux des États-Unis, de la Russie et de l'Europe, où on a mis des croix gammées, on a incarné la montée de l'extrême droite, en dénonçant ce qui se passe sur tout le monde, en fait, cette montée qui est en train d'assaillir tout le monde, en fait, que ce soit en Europe, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, c'est terrible ce qui est en train d'arriver. Voilà, il faut lutter. Exactement. Et c'est en prenant la parole comme tout à fait que ça changera aussi. Puis le mode opératoire, il est tellement fort qu'on fait des centaines de millions de vues. Ben oui. Oui. Évidemment. Voilà. Évidemment. Mais c'est tellement juste. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Et tu le dis très bien. Pourquoi est-ce que lui peut être torse nu ? Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas être torse nu ? C'est l'inégalité de traitement. Ça commence avant même qu'on inscrive le slogan. Le corps d'un homme va être traité différemment du mien. Et c'est pas possible. C'est pas envisageable. Non, c'est pas possible. On est entièrement d'accord. Tu écris, il y a vraiment une phrase qui m'a frappée dans ce texte. Tu écris « Alors en une seconde, seul et démuni face à un mur immuable et épais, scellé d'humiliation et de violence, je les ai toutes choisies. » Ouais. Et ouais, parce qu'on peut être on peut être la porte-parole des personnes en fait qui n'ont plus de voix. On peut être la porte-parole et donner de la visibilité à des personnes en fait qui ont été victimes de féminicide, à des femmes désenfantées qui sont en cavale. On peut donner la parole à des personnes qui ont été violées par des personnalités célèbres et qui n'osent plus s'exprimer. On peut faire barrage. Et en réalité, ce mode opératoire en fait, il me saisit parce que je deviens un porte-étendard pour ces femmes-là. J'ai plus forcément, quand je fais une action, j'utilise plus forcément mon jeu. En fait, mon corps est un outil de révolte sur lequel j'appose un slogan et c'est un endroit de cri. Et il y a plus cette velléité d'être soi. En fait, je sens plus rien, je sens plus les crachats, je sens pas le froid. Je n'ai plus peur. En fait, je traverse ça parce que je porte un combat, je porte un cri, je porte une clameur. C'est très important. Et ces peintures de guerre, ces slogans, ça résonne comme des peintures de guerre. Ça me galvanise, en fait. Je ne ressens plus rien, je fonce. Waouh. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi pour m'avoir ouvert ce champ d'expression inédit. Mais tellement. Mais on en a besoin. On en parle beaucoup de mouvement féministe aussi, mais un mouvement, ça veut dire... venez, on se parle entre nous aussi, avec nos préjugés, nos différences, nos capacités... notre manière de comprendre aussi le féminisme. La conscience féministe, ça se construit. Ça se construit sur des accords et des désaccords. Ouais. Moi, j'adore le fait de ne pas être d'accord avec des personnes. J'adore voir une posture et pas m'y accorder. Et c'est OK. De toute façon, il faut défendre coûte que coûte la liberté d'expression. Et ça passe par là aussi, c'est-à-dire ne pas être d'accord avec la voisine féministe. Et c'est OK. Et c'est OK, complètement. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que... tu as un message final à transmettre aux femmes qui vont nous écouter ? Pour la jeunesse. Je vois cette jeunesse en fait qui arrive, ces jeunes femmes qui sont très investies. Je vois aussi cette montée, à contrario et par effet backlash, de masculinisme. Et du coup, en fait, je dis aux jeunes filles, lâchez pas. Nous, on a fait le taf. On est là derrière vous, en garde-fou. Lâchez pas. Ça va être compliqué ce que vous allez devoir affronter, mais on est là et on lâche rien. On est tout ensemble et toutes les générations comprises. Il n'y a pas de comparaison à faire. Super. Merci beaucoup, Sophia. Quel plaisir de t'avoir eu, quelle énergie.